Bien souvent, les débats autour de la transition énergétique se focalisent sur la production d'électricité. Cet enjeu divise les partis politiques et la société. Nous sommes parfois guidés par des intuitions, des idées reçues, mais que disent les faits? Par exemple, saviez-vous qu'en France, la production d'électricité n'est responsable que de 5% des émissions de gaz à effet de serre? Si l'électricité a été découverte dès l'Antiquité, c'est seulement à la fin du XIXe siècle que la fée électricité illumine nos villes dans le sillage de la révolution industrielle. Outre l'éclairage, elle était surtout utilisée pour la communication avec la naissance du télégraphe et du téléphone. Après la Première Guerre mondiale, l'électricité se démocratise et s'invite dans les foyers avec les premiers appareils ménagers. En 1946, EDF est nationalisée et assure le transport, la distribution ainsi que la production d'électricité par des centrales au charbon, remplacées en partie par des centrales au fioul et hydroélectriques. Suite à la grave crise énergétique mondiale, la France prend conscience de sa dépendance aux importations énergétiques et adopte le plan Mesmer, qui prévoit le développement du nucléaire pour la production électrique. Rappelons qu'en 1973, la part du fioul dans le mix énergétique français atteignit 46%. Dans le même temps, la consommation d'électricité augmente considérablement. Les années 2000 ont vu la libéralisation du marché de l'électricité en France, et des fournisseurs alternatifs et des producteurs d'électricité renouvelable sont apparus. Dès 2011, l'ARENH, l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, force EDF à mettre à disposition 100 TWh de sa production aux fournisseurs qui le réclament, à un prix fixe de 40 € par mégawattheure, revalorisé à 42 € du mégawattheure un an plus tard, sans être augmenté depuis. La libéralisation du marché n'a pas fait baisser les coûts pour le consommateur. Bien au contraire, le prix de l'électricité a augmenté de près de 30% sur les 20 dernières années, pour le consommateur final. Si vous regardez depuis une dizaine d'années, la principale raison de l'augmentation du prix de l'électricité, c'est l'augmentation de la part des taxes et l'augmentation du coût des réseaux. Si vous voulez, pour faire simple, le prix de l'électricité payé par un consommateur final se divise en 3 composantes. Vous avez le prix du kilowattheure lui-même, c'est-à-dire le coût de production du kilowattheure, qui fait, je dirais, un gros tiers. Vous avez un petit tiers, c'est les charges d'accès au réseau, transport, RTE, distribution, Enedis, et le troisième tiers, ce sont les taxes. Alors les charges d'accès, bon, c'est normal parce qu'il faut développer les réseaux, il faut raccorder de nouveaux investissements, par exemple les renouvelables, et il faut entretenir les réseaux, les développer les interconnexions trans-européennes, bien évidemment. Mais la principale composante qui a augmenté, ce sont les taxes. Alors pourquoi ? Essentiellement parce que comme on a développé les renouvelables par le système des feed-in tarifs, c'est-à-dire des prix d'achat garantis, le système des prix d'achat garantis fait que l'administration garantit par arrêté ministériel un prix d'achat pour ceux qui injectent du renouvelable, et si le prix de gros est inférieur, eh bien on leur verse la différence et c'est financé par des taxes. Alors ça a été la CSPE qui a augmenté très fortement. Alors ça a même tellement augmenté que du coup une partie du financement se fait non plus par l'électricité, par les taxes sur l'électricité, mais par la TICPE, c'est-à-dire la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques, c'est-à-dire par l'essence. C'est-à-dire quand vous achetez de l'essence, une partie des taxes que vous payez sert à financer le surcoût des renouvelables. Donc ça, c'est un choix politique. Il n'en reste pas moins vrai que le prix de l'électricité en France demeure, malgré ça, l'un des plus bas d'Europe, grâce au nucléaire. Parce que la France a fait le choix nucléaire et que le choix nucléaire permet, puisque le nucléaire actuel est en partie amorti, largement amorti même, de bénéficier d'un prix relativement bas. Il ne faut pas se faire d'illusions, si vous voulez, le prix de l'électricité, il ne va pas chuter, il ne peut qu'augmenter, parce qu'il faut construire de nouveaux réacteurs, il faut entretenir les réseaux, l'électricité gratuite, ça n'existe pas et ça n'existera pas. Après un peu d'histoire, un peu de physique. On entend parler de mégawatts, de térawattheures, de puissance, d'énergie. Mais d'abord, c'est quoi la différence entre la puissance et l'énergie ? L'énergie est une grandeur physique qui caractérise le changement d'état d'un système. Elle peut être sous forme de chaleur, de rayonnement, mécanique, chimique, nucléaire ou électrique. La puissance est un débit d'énergie, et le lien entre énergie et puissance est le même que celui entre distance et vitesse.
la vitesse est la variation de la distance pendant un certain temps. De la même manière, la puissance est la variation de l'énergie pendant un certain temps. On retrouve donc des relations analogues. La vitesse, c'est la distance parcourue divisée par le temps, et la puissance, c'est l'énergie échangée divisée par le temps. La relation entre énergie et puissance peut s'écrire aussi de cette manière. L'énergie est égale à la puissance multipliée par une durée. Donc, si la puissance est exprimée en watts et la durée en heures, l'énergie s'exprime en watts multiplié par des heures, c'est-à-dire en watts-heure. Un cycliste surentraîné qui produirait 500 watts pendant 1 heure aura ainsi fourni 500 watts-heure. Un panneau solaire, par un bon ensoleillement, produit environ 330 watts. En 1 heure et demie, il aura produit autant d'énergie que ce même cycliste. À titre de comparaison, un réacteur nucléaire fournit une puissance d'environ 1 gigawatt. Ce qui représente 100 TGV duplex, ou encore 10 000 voitures, ou bien 1 million de bouilloires électriques, ou 2 millions de cyclistes. En 2020, les 61,4 gigawatts de puissance installée de nucléaire ont permis de produire près de 70% de l'électricité en France, soit 335 TWh, ou bien 335 000 gigawattheures d'électricité sur les 500 TWh produits au total. Le reste de la production est assuré respectivement par l'hydraulique, l'éolien, les centrales à gaz, au fioul et au charbon, le photovoltaïque et les bioénergies. La même année, la consommation d'électricité en France était de 449 TWh. L'énergie propre, on le répète, ça n'existe pas. C'est aussi vrai pour l'électricité. Et qu'elle soit grise, verte ou bleue, ça n'en fait pas pour autant une énergie propre. Les énergies fossiles, nucléaires ou renouvelables ont des impacts négatifs, plus ou moins importants sur l'environnement, parce qu'elles dégagent des gaz à effet de serre lors de leur fonctionnement, lors de leur construction, elles produisent des déchets et peuvent nécessiter des ressources non renouvelables. On limite souvent la transition énergétique à la seule question de la production d'électricité. Pourtant, la production d'électricité en France est responsable d'environ 5% des gaz à effet de serre. La quasi-totalité de l'électricité consommée en France est aussi produite en France. L'électricité représente un peu plus d'un quart de la consommation d'énergie finale en France. Elle est majoritairement consommée dans les secteurs résidentiels, tertiaires et industriels, dans une moindre mesure dans le transport et l'agriculture. Ce graphique permet de comparer la performance climatique des pays européens en fonction de l'intensité carbone de leur électricité produite. La largeur des colonnes indique la quantité d'électricité produite sur l'année 2020. La hauteur des colonnes indique les émissions de CO2 en grammes par kilowattheure. Donc plus les rectangles sont grands, plus les pays émettent de CO2 pour la production de leur électricité. La Suède et la Norvège avec l'hydroélectricité et la France avec le recours au nucléaire et à l'hydroélectricité font partie des pays les plus vertueux. Les mauvais élèves de la classe sont la Pologne, avec leur centrale à charbon, les Pays-Bas, l'Italie et l'Allemagne, malgré la part importante d'énergie renouvelable dans leur mix. La consommation d'énergie et d'électricité est étroitement liée à la santé de l'économie. La consommation d'électricité a chuté en 2009 avec la crise de 2008, avant de se stabiliser dans les années qui ont suivi. La dégradation de la santé de l'économie s'est traduite par une diminution de l'activité des industries, très consommatrices d'électricité, mais aussi une baisse du niveau de vie, ce qui a entraîné une réduction de la consommation. En 2020, suite à la crise sanitaire, la consommation d'électricité, corrigée des variations climatiques, a chuté de 3,5%. La consommation d'électricité dépend donc de paramètres difficilement prévisibles, comme la variation de l'activité économique. Elle dépend aussi de paramètres très bien connus, comme la météo, la saison, le jour de la semaine et même l'heure de la journée. La consommation d'électricité en hiver est plus importante qu'en été, ce qui s'explique par un recours à l'électricité pour le chauffage et l'éclairage évidemment plus important en hiver qu'en été. D'un autre côté, l'utilisation de la climatisation en été amène un surplus de consommation par rapport à la mi-saison. Ce surplus augmente d'ailleurs chaque année. Le jour de la semaine a une influence sur la consommation d'électricité, puisque le week-end, le léger ralentissement de la production industrielle permet de réduire la consommation d'électricité. Enfin, l'heure de la journée a une importance sur la consommation d'électricité. La nuit, la consommation d'électricité est en partie réduite. Le matin et le soir, les pics de consommation sont constatés.
provoquée par une augmentation de la consommation d'éclairage, des autres usages, de la cuisson et des ECS. Pour toutes ces raisons, on a pu constater que la puissance maximale mobilisée a été atteinte le 22 janvier à 9h30 en 2020, à hauteur de 83,2 gigawatts. Par comparaison, la pointe estivale du 9 juillet de la même année n'était que de 54,9 gigawatts. Le minimum de la consommation est d'habituellement observé en août, mais à cause du confinement en 2020, il a eu lieu pendant un long week-end de 3 jours, ensoleillé. Vous aurez noté qu'ici on parle de gigawatts et non de gigawattheure, car nous parlons d'une puissance mobilisée instantanée, alors que tout à l'heure on vous parlait d'énergie consommée sur un an. Tout l'enjeu des systèmes de production, de stockage et de distribution de l'électricité consiste à s'assurer que la production corresponde à la consommation, en particulier pendant les pics de consommation. Les installations d'électricité sont donc surdimensionnées, et nous n'utilisons la plupart du temps qu'une partie de la puissance installée. D'ailleurs, cette puissance n'est mobilisée que pendant les quelques pics subis lors de la période hivernale. Pour cette raison, les installations pilotables et de pointe, qui sont capables de produire de l'électricité à tout moment, sont particulièrement précieuses. Lorsqu'un pic de consommation est attendu, quelques leviers existent pour que la consommation ne dépasse pas la production d'électricité et éviter le blackout. On peut appeler les centrales de production capables de démarrer rapidement et de s'ajuster à la demande, comme les centrales gaz ou les centrales à charbon. On peut utiliser l'énergie stockée dans les barrages, par exemple. On peut importer de l'électricité d'autres pays européens. Et on peut effacer une partie de la demande en électricité en demandant à des industries de couper temporairement leur chaîne de production, moyennant compensation financière. L'électricité est un vecteur énergétique qui se stocke mal. Elle peut être transformée sous forme chimique, mécanique ou thermique pour être stockée. C'est un bien qui obéit à un marché avec des règles précises et nous allons laisser Jacques Percebois les expliquer. Il faut bien comprendre une chose qui n'est pas évidente, c'est qu'il y a deux notions de coût. Vous avez la notion de coût moyen et la notion de coût marginal. Le coût moyen, c'est le coût par kilowattheure qui intègre à la fois les coûts fixes et les coûts variables. Les coûts fixes, c'est essentiellement l'investissement. Le coût marginal, c'est essentiellement un coût variable, c'est-à-dire largement le coût en combustible. Alors, quand on choisit un investissement, c'est-à-dire si je veux savoir si je dois faire une centrale nucléaire, une centrale à gaz ou une centrale solaire, je regarde les coûts moyens. Alors en fait, on regarde les coûts moyens actualisés et on prend en principe l'investissement qui coûte le moins cher. Mais une fois qu'on a construit le parc, on appelle les centrales en fonction des coûts marginaux, c'est-à-dire en fonction des coûts de fonctionnement. On va commencer, ce qui est logique sur le plan économique, à appeler sur le réseau les centrales qui coûtent le moins cher à faire fonctionner. Alors quelles sont les centrales qui coûtent le moins cher? Eh bien, une fois que vous l'avez construit, un barrage sur le Rhône, ça c'est ce qui coûte le moins cher, parce que l'eau arrive, ça coûte rien. Si vous ne turbinez pas quand l'eau arrive, l'eau elle va dans la Méditerranée, c'est perdu. De même, quand il y a du soleil ou quand il y a du vent, le coût marginal de l'éolien ou du solaire, il est nul. Alors ensuite, on appelle le nucléaire, parce que le coût variable du nucléaire est faible. Ce qui coûte cher dans une centrale nucléaire, c'est l'investissement, c'est le coût de construction de la centrale. Alors il y a bien sûr, il y a du combustible, c'est pas négligeable, mais c'est relativement faible, si vous voulez. Si vous prenez un mégawattheure nucléaire qui coûte 50 €, le coût variable, c'est de l'ordre de 7 €. Donc on appelle les centrales nucléaires, puis après on appelle les centrales qui fonctionnent avec du charbon, et ensuite les centrales qui fonctionnent avec du gaz. Alors, pour les centrales à gaz et les centrales à charbon, dans le coût variable, c'est-à-dire dans le coût marginal, on intègre le prix du carbone, le prix du CO2, puisqu'il existe un marché du CO2. Pour le nucléaire, normalement, il faudrait y ajouter, en effet, par kilowattheure, le coût de gestion peut-être des déchets. En revanche, pour les centrales solaires et éoliennes, on n'intègre pas l'écosystème. C'est-à-dire que on ne tient pas compte du fait qu'à certains moments, elles ne sont pas disponibles, que ça oblige à des contraintes. L'idée, c'est qu'il faudrait introduire ce qu'on appelle des coûts systèmes, des formes d'externalité, c'est-à-dire des coûts de stockage. Alors nous, on l'a estimé, suivant les scénarios, on était arrivé à entre 40 et 100 € par mégawattheure, ce qui n'est pas négligeable. Donc à ce moment-là, le merit order peut être modifié, c'est-à-dire au lieu d'avoir hydraulique au fil de l'eau, solaire, éolien, nucléaire, vous pouvez avoir hydraulique au fil de l'eau, nucléaire, solaire, éolien. Et ensuite, le thermique. Alors le thermique, il arrive toujours après en général parce que les prix du carbone ont tendance à monter. Donc l'électricité faite avec des fossiles sera de plus en plus pénalisée.
La programmation pluriannuelle de l'énergie fixe les orientations énergétiques de la France à horizon 2050, avec des jalons réguliers. Elle vise la décarbonation de l'économie, notamment avec la réduction de la consommation d'énergie et l'électrification dans le secteur des transports. Concernant la production de l'électricité, elle fixe entre autres l'objectif de réduire la part du nucléaire à 50% à l'horizon 2035, en fermant 14 réacteurs nucléaires. Les 4 dernières centrales au charbon devront être fermées en 2022 et la part des renouvelables devrait progresser dans le mix énergétique et dans le mix électrique. L'Agence internationale de l'énergie et RTE ont récemment publié une étude sur différents scénarios de production d'électricité avec un recours plus ou moins affirmé aux énergies renouvelables. Comme Negawatt, ils ont conclu qu'un système à forte part d'énergie renouvelable en France à l'horizon 2050 est techniquement envisageable à condition de développer la flexibilité du système électrique. Celle-ci devrait reposer sur de nouvelles centrales de production pilotables pour les pointes. Actuellement, elles fonctionnent majoritairement au gaz, mais pourront dans le futur être alimentées en biogaz ou en hydrogène. De nouvelles installations de stockage seront requises à grande échelle. Les batteries pour la fluctuation quotidienne, notamment celle des voitures, le stockage hydraulique pour les fluctuations hebdomadaires, et le stockage sous forme hydrogène pour les fluctuations intrasaisonnières. Un tel système nécessiterait également une flexibilité considérable de la demande et le développement de l'interconnexion des réseaux électriques. On ne peut pas prétendre remplacer les centrales nucléaires par des installations photovoltaïques ou des éoliennes sans ajouter des systèmes annexes de haute technologie. Une évaluation de l'impact technique, économique, social et environnemental d'un système de production d'électricité avec une importante part de renouvelables fera l'objet d'une étude plus poussée par l'AIE et RTE qui sera présentée à l'automne 2021. Au début de notre réflexion, nous souhaitions comparer les différents moyens de production avec des indicateurs objectifs pour mesurer leur impact environnemental, leur coût, leur simplicité et leur résilience. Cependant, il ne serait pas rigoureux de se concentrer uniquement sur l'impact direct d'une installation de production, sans prendre en compte l'ensemble du système énergétique, l'électronique de puissance requis, la distribution et le transport de l'électricité, le stockage, la gestion des pics de consommation, etc. Bien que l'électricité produite ne soit jamais propre, le mix électrique français nous permet d'obtenir l'une des électricités les moins carbonées d'Europe, si ce n'est du monde, à un prix inférieur à la moyenne européenne. Comment évoluera notre consommation d'électricité à l'avenir et pour quels usages? Comment va se développer l'hydrogène? Quel est l'avenir du nucléaire en France? Nous n'avons pas toutes les réponses à ces questions. Elles dépendent en partie des choix politiques au niveau de la France et de l'Europe. Ce qui est certain, c'est que la fée électricité n'a pas fini de faire parler d'elle. N'hésitez pas à vous abonner, à réagir en commentaire, et si vous avez apprécié la vidéo, mettez un j'aime et partagez-la. À bientôt!